Добрый вечер, дорогие гости Русского дома науки и культуры в Париже, дамы и господа. Сегодня в Русском доме состоится литературный Bonjour, chers amis, les amis de la Maison Russe à Paris. Donc, cette soirée, nous sommes réunis pour une soirée de Yulian Simenov, РСФСР, lauréat de plusieurs prix d'État, qui est aussi fondateur, on peut dire, du polar thriller soviétique. L'année dernière, notre maison a accueilli une autre rencontre consacrée à la sortie, à la publication de la traduction française de Yulian Simonov, L'ordre de survivre. Et aujourd'hui, Monique Slodian, publiciste, traductrice, chercheuse, est avec nous une fois de plus. Elle parlera du travail de traduction en français des romans Commandant Tornado et Expansion 1. Commandant Tornado est la célèbre suite et l'épopée cinématographique du roman La Troisième Carte. Le prototype du protagoniste de l'œuvre est un espion soviétique участвовавший в переломных операциях, qui a pris part à des opérations majeures de libération de la Pologne des occupants nazis. Vétéran de la Seconde Guerre mondiale, Алексей Николаевич colonel Alexei Botian est mort à Moscou en 2020 à l'âge de 103 ans. La bibliothèque de la Maison Russe dispose des éditions françaises déjà publiées, des romans La Taupe Rouge, Les Diamants pour le prolétariat et Ordre de survivre, ainsi que des œuvres de Yulian Simonov en langue russe que vous pouvez voir et lire dans дочери Юлианы aux côtés. Семеновны Maintenant, j'ai le plaisir de donner la parole à la fille de Yulian Simonov, écrivain, journaliste, Olga Simonova, une grande amie de notre maison. Bonsoir, madame. Bonsoir, messieurs. Здравствуйте, дорогие друзья. Je remercie de tout mon cœur la Maison russe de la science et de la culture pour l'organisation de cette soirée, l'hommage à mon père, célèbre écrivain russe, Julien Semenov. Comme ça a été déjà dit, cette année, on a deux dates commémoratives. Première date est triste pour notre famille parce que ça fait 30 ans que mon père n'est plus là. Il est décédé en 1993 à l'âge de seulement 61 ans après une longue maladie. Et deuxième date, et elle est magnifique. C'est 50 ans d'une série culte, série télévisée, 17 instants de printemps, d'après le roman de mon père, qui d'ailleurs a été déjà traduit par Madame Monique Slodian, mais juste en France, c'est un autre titre. Ça s'appelle La Taupe Rouge. Donc, quand cette série est apparue en 1973, c'était un très grand succès. Et ce qui est phénoménal, le succès reste pratiquement le même jusqu'à maintenant. Et toutes les chaînes russes diffusent cette série de 12 épisodes en mois de mai, la veille de célébration de notre victoire. Et mes compatriotes regardent ce film pratiquement avec le même plaisir. C'est pas étonnant parce que la série parle des événements de la Deuxième Guerre mondiale. L'éclaireur, l'agent secret Issaev Stirlitz, qui est un personnage préféré de mon père, qui avait des prototypes extraordinaires, il empêche la signature de paix entre les nazis et les Américains. Ça se passe en février 1945. C'est une série qui est très bien regardée jusqu'à maintenant. Et il faut dire que mon père a écrit 13 romans et une nouvelle avec Stirlitz, avec Issaïe Stirlitz. Et 7 de ces romans parlent de la période de Deuxième Guerre mondiale. Et c'est pas un hasard, hein, parce que mon père, qui était historien de formation, s'intéressait beaucoup à cette période tragique. Euh, euh, et il faut dire que notre famille a été tapée par la Deuxième Guerre mondiale d'un plein fouet. Parce que mon père, quand la guerre a commencé, il n'avait que 9 ans.
Et il a vécu à Moscou avec ses parents. Mais ses cousins, ses jeunes camarades, vivaient dans un petit village en Biélorussie. Et donc, les nazis les ont fusillés dès que la guerre a commencé. Le plus jeune avait 5 ans. Donc, mon père, à 2 reprises, il a fugué la maison pour combattre des nazis. Et on l'a retrouvé dans le train qui partait à la guerre, au front, avec les soldats. Et bien sûr, on l'a rendu à sa maman. Можно фотографию, пожалуйста, Рейхстаг, Семенов возле Рейхстага. Alors, est-ce que vous pouvez mettre la photo Semenov près du Reichstag? Une photo très sympathique. Voilà. Il se retrouvait à Berlin, mon père, à l'âge de 13 ans. Vous le voyez, il est deuxième à droite. C'est son père, qui était reporter de guerre, a décidé de le prendre avec lui. Il a été photographié avec les amis de son père, les militaires soviétiques, devant Reichstag. Et mon père, il a respiré l'air de la victoire qui avait le parfum de poudre des canons. Et il disait que ce sont des souvenirs qui l'ont marqué à toujours. Donc, il a écrit sur la guerre et même plus tard, quand il est devenu un célèbre écrivain, pour mieux comprendre le phénomène de fascisme et pour décrire le danger de fascisme dans ses romans, il a rencontré des vrais anciens nazis. Можно фотографию с Карлом Вольфом, пожалуйста. Donc, la première personne qu'il a rencontrée, c'était Obergruppenführer SS Karl Wolf, qui d'ailleurs menait les pourparlers avec les Américains en février 1945 en secret. Voilà, et vous voyez le visage de mon père, il est très dur. C'est parce que mon père savait très bien que c'est Karl Wolf qui a signé l'ordre d'envoyer plus de 350 000 femmes, enfants et vieillards juifs et slaves au camp de Treblinka, où bien sûr, ils ont trouvé la mort. Donc, c'était difficile pour mon père. Можно еще фотографию с Альбертом Шпеером, пожалуйста. Et il a rencontré également un Reichsministre de Hitler, Albert Speer. Vous voyez ici que son visage est plus détendu. C'est parce qu'Albert Speer a dit à mon père que quand il a été en prison, il a passé 20 ans en prison après Nuremberg, il a découvert la littérature russe. Et après avoir lu Tolstoï et Dostoïevski, il a compris que les Russes, ils ont une grande culture, qu'ils n'ont rien envié à la culture allemande. Donc, mon père était ravi que l'ancien nazi a reconnu, mieux vaut tard que jamais, que les Russes ne sont pas des sous-hommes. Voilà, c'est déjà bien. Можно еще следующую фотографию. Vietnam. Mon père, tout en continuant la carrière littéraire, il est resté journaliste parce qu'il a commencé comme journaliste dans les années 50. Donc, il était reporter de guerre, il était envoyé spécial et il a été dans les zones de conflit, à Angola, Afghanistan, Nicaragua. Et le voyage le plus dangereux, je dirais, c'était Vietnam. Ici, il est avec les résistants vietnamiens. Il a passé comme envoyé de Pravda là-bas plus de 2 mois, en hiver 67-68. Et il a vécu dans les cavernes avec des résistants vietnamiens. Il a dormi par terre parce qu'il n'y avait rien là-bas. Les conditions de vie étaient abominables. Et donc, il est rentré à Moscou avec des graves soucis de santé au niveau des poumons et sourd d'une oreille parce que il y avait de bombardements des Américains, de l'aviation américaine chaque jour. Donc, il a reçu une commotion cérébrale et il est devenu sourd d'une oreille. Можно еще следующую фотографию, пожалуйста, с Мэри Хемингуэй. Il faut encore ajouter que mon père était un homme très chanceux. Il a rencontré des personnes pas seulement odieuses comme des anciens nazis, mais des personnes formidables. Depuis son jeune âge, il admirait la prose antifasciste Ernest Hemingway. Il lisait tous ses livres, il rêvait de le rencontrer. Mais malheureusement, quand il est arrivé la première fois aux États-Unis, Ernest Hemingway n'était plus là. Donc, mon père est venu chez Mary Hemingway
Ils sont devenus amis. Mary Hemingway est venue chez nous à l'Union soviétique. Ils ont visité ensemble la maison de Tolstoï. Ils sont partis à la chasse. Mary a raconté des choses extraordinaires à propos de grand Ernest à mon père. Et ils ont bu pas mal de vodka. Donc, c'était une belle amitié entre les deux. Можно еще следующую фотографию с Жоржем Сименоном. Mon père également a fait la connaissance de roi de polar belge, Georges Simenon. Ils sont devenus amis dès que mon père est arrivé chez lui dans sa maison de Lausanne. Et il échangeait des lettres. Et Georges Simenon a beaucoup aimé les livres de mon père. Et l'amitié a continué jusqu'au décès de Georges Simenon. И можно еще третью фотографию с Марком Шагалом, пожалуйста. Et voilà, ici, c'est moi qui a fait cette photo. C'est mon père, Marc Chagall. Et de dos, c'est un grand ami de Russie, mécène russe-allemand, baron Edward von Falzfein. C'était très touchant. C'était à Saint-Paul-de-Vence, dans la maison de Marc Chagall. Au début des années 80, le peintre avait déjà 92 ans. Mais il écoutait mon père comme un enfant, parce que mon père lui parlait de Russie et ça se voyait qu'il aime toujours son pays d'origine. Vraiment, c'était un moment très touchant. Можно, пожалуйста, сейчас фотографию Алексея Николаевича Батяна. Voilà, donc, mais je veux revenir vers les romans que Madame Monique Slosian va présenter aujourd'hui. Il s'agit de 2 romans de mon père. C'est une véritable avant-première parce que Expansion 1, Madame Slodian est en train de traduire et le roman Major Vicher, en français c'est Commandant Tornade, il attend encore son tour. Donc vraiment c'est inédit aujourd'hui. Et bien sûr, les 2 romans sont basés sur les faits réels. Et dans le roman Commandant Tornade, comme c'était déjà dit, il s'agit d'un groupe de jeunes agents secrets russes qui sauvaient de la destruction en février 1945 par les nazis d'une très belle ville polonaise, Cracovie. Mais le nom de commandant Tornade restait secret pour les raisons X, Y, Z. Mais il est connu maintenant, c'est Alexei Nikolaïevitch Batyan, un homme extraordinairement intelligent, courageux, formidable. Et comme c'était déjà dit, il a vécu jusqu'à 103 ans. Il est mort récemment, mais il est devenu en 2007, pour cette opération, l'euro de la Russie. Il a reçu le titre d'héros de la Fédération de Russie. Et nous aurons l'occasion de voir un petit documentaire qui a été tourné juste avant qu'il nous quitte. Et maintenant, bientôt, je vais céder, après le documentaire, la parole à Madame Monique Slodian. Je voudrais dire que Madame Monique Slosian, c'est une personne extraordinaire. Elle n'est pas seulement une célèbre traductrice qui traduit des auteurs russes et soviétiques depuis les années 70, mais aussi elle est enseignante, elle est auteure des livres sur l'histoire passionnant et très actuelle. Et je ne pense pas que je vais exagérer si je dirais que grâce aux personnes comme Madame Monique Slodian, les très intelligente, très instruite, très humaniste, les liens culturels entre les pays se conservent dans les moments les plus compliqués. Voilà, mon hommage à chère Madame Slodian. Может быть, сейчас посмотрим фильм сейчас про Алексея Николаевича Батяна, и потом on peut peut-être d'abord voir le film sur regardez le film maintenant, le petit documentaire. Donc, le héros, et puis donc, je vais passer la parole à Monique. D'accord. Я выключил сейчас его. Ну что?
Il dirigea Pologne en 2008. Il a sauvé des centaines de partisans résistants polonais. Ville de Cracovie, 2008. Il a sauvé cette ville aussi. Mai 2007, Kremlin. Parmi les jeunes, il existe toujours aussi beaucoup de patriotes. Ils vont défendre notre patrie, ils vont le faire toujours, et ils sont prêts à le faire parce que nous sommes pour eux un exemple, un modèle. Et je suis persuadée que ça continuera de la même manière. Je souhaite à tous les jeunes de meilleures réussites dans leurs études, de santé, pour qu'ils trouvent toujours leur place et soient à leur place. Rester honnête, le plus important. Et s'il faut, pour les jeunes, il faut savoir que notre patrie, nous avons une seule patrie, notre Russie. Et s'il faut, il faut donner sa vie pour la patrie. Nos jeunes sont bons, il n'y a pas de danger. J'espère qu'ils vont continuer de même manière et la Fédération de Russie restera la puissance bien forte. Nous n'avons rien à craindre. C'était le dernier tournage d'Alexandre Botian à l'âge de 103 ans. Oui, je dois d'abord vous dire que j'ai du mal à accepter la traduction Major Tornado parce que non, mais c'est la bonne traduction, c'est pas la question, mais c'est parce que quand je vois le regard vif, je trouve de Botian, je pense que tout est dit, c'est-à-dire le mot vir qui est tellement percutant, tellement fort, dit très bien son regard et sa perspicacité. Notre commandant Tornado est très mou à côté de ça. Voilà. Donc, je ne sais pas encore si on gardera, si on trouvera autre chose, mais bon, en attendant, c'est la bonne traduction, Olga, c'est pas la... Mais voilà, mais je trouve qu'en regardant le portrait de Vir, du Meyer Vir, je trouve qu'il est fantastique, son regard est tellement brillant que je pense qu'il faudra peut-être trouver un biais pour le traduire. Voilà. Mais bon, cela dit, comme Olga Semyonova vient de vous le dire, le roman Commandant Tornado, puisque pour le moment il s'appelle Tornado, n'est pas traduit encore. Et donc, on le fera forcément si tout va bien, si l'éditeur est tout à fait d'accord, mais je pense qu'elle est par avance. Et que, en revanche, la traduction de Expansia 1,
c'est-à-dire c'est le premier volume d'une trilogie qui s'appelle Expansia et qui date de 1985. C'est un des derniers d'une dernière trilogie sur la guerre, sur l'après-guerre exactement, sur 46-47, et où on va voir toutes les péripéties qui entraînent Stirlitz en Espagne, puis en Argentine, à nouveau en Allemagne. Et voilà, tout ça est très, très riche. Et là, nous proposons probablement, je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous avez une autre idée, vous nous direz, c'est à l'ouest, le vent tourne. Parce qu'à l'ouest, le vent tourne. Pourquoi? Parce que c'est la guerre froide qui arrive. Et que Julian Semyonov était très tranquille tant que Roosevelt était au pouvoir, d'une certaine manière. Et là, il se rend compte qu'avec Roosevelt est mort, que ça va être une autre histoire, tout à fait une autre histoire. Et il sait par avance, parce qu'il a cette préscience qui lui vient de ses expériences antérieures en Allemagne, que ça ne va pas se passer facilement, parce qu'il sait qu'il a bien vu combien les frères Dulles, et en particulier Alan Dulles, qui est à Berne, va essayer de trouver une solution avec Himmler d'abord. Ensuite, il y aura Müller et Bormann, tout le monde va se mettre à chercher une voie pour empêcher que les Soviétiques gagnent la guerre. C'est ça l'enjeu, c'est ça. Donc voilà, donc j'ai déjà présenté ici, nous étions là avec Olga Semyonova, avec l'éditrice Colette Lambrich, qui est la directrice des éditions du Canoë. Nous avons présenté les 4 premiers livres qui ont été romans, qui ont été traduits et donc qui ont été édités déjà. Alors, les 3 premiers, je pense, les 3 premiers sont édités à la fois aux éditions du Canoë et à la fois en 10-18. En 10-18, vous pouvez les trouver aussi dans la collection 10-18. Donc, un lecteur m'a déjà dit, mais c'est la bande des 4. Hein, on a déjà 4 romans, donc c'est la bande des 4, en mimant se référant à l'humour chinois. Ouais. Voilà, donc le 5e devrait être, et je pense qu'il sera publié en début d'année prochaine, donc ça sera à l'ouest, le vent tourne. Voilà. Mais ce qui veut dire que c'est le Expansia premier tome. Voilà ce que vous devez retenir. Et j'espère qu'il sera là en janvier, février prochain. Alors, l'espion Max von Sterlitz, qui est le personnage central et qui est devenu un super-héros, ce qu'on appelle un super-héros en URSS, et qui a réussi ce tour de force d'infiltrer le nid de frelons nazi à Berlin, et qui va devenir un des héros les plus populaires de l'histoire de la littérature contemporaine et du cinéma contemporain en Union soviétique et en Russie, puisque en 2000, j'ai déjà dit ces choses-là la dernière fois, non, je ne vais pas les redire, mais en 2000, le journal Commerçant, après l'élection de Poutine au présidentiel, a titré en première page Stirlitz président, ce qui était très drôle. Et donc, et bien sûr, Poutine, comme tous les
les Russes et les Soviétiques et Russes de l'époque, a certainement joué dans la cour de l'école à Stirlitz contre Müller parce que c'était tellement populaire que les enfants jouaient dans les écoles, dans la cour d'école. Les garçons jouaient à Stirlitz. Je ne sais pas si les filles jouaient, mais bon, il n'y avait pas. Oui. Alors, donc, le roman le plus populaire, qui est les 7 instants de printemps, Siem mgnowienia wesny, va être va monter au pinacle de l'œuvre, mais d'une façon un peu injuste parce que les autres romans sont aussi intéressants et aussi palpitants, je dirais même que sur le plan historique, ils ont un intérêt quelquefois même plus palpitant parce qu'il se passe des choses incroyables. Et donc, mais c'est certainement aussi le fait que le film, avec une interprétation magnifique d'un acteur russe qui est Vyacheslav Tikhonov dans le rôle de Stirlitz, et qui collait parfaitement sûrement au personnage, a emporté la gloire est définitive et a mis le livre et le film au firmament. Voilà. Donc, mais on ne dira jamais assez. Alors, le film, le livre date de 1968 et le film de 1972. Mais, hein? 73, voilà, 73. Alors, quelquefois, j'ai du mal à savoir, quelquefois à une année près, parce que ça dépend si vous commencez le tournage ou si vous finissez, si vous parlez de la date de la projection finale. Oui. Donc, ce Vyacheslav Tikhonov était le prince André de Guerre et Paix. Ce n'est pas rien. Il était donc déjà très célèbre dans un rôle magnifique qui était qui incarnait un rôle principal dans l'œuvre de Tolstoï. Mais on ne dira jamais assez, je pense, combien le rythme, ce que Yulian Semyonov a apporté aux détectives, alors aux thrillers, disons, qui est vraiment par le suspense, le suspense haletant, cette manière aussi de faire succéder les moments d'action par des réflexions, par des moments, des pauses qui sont des pauses de méditation philosophique et historique. Et je pense que ça, c'est très, très nouveau et c'est très cinématographique. Moi, je pense qu'il y a une esthétique cinématographique dans les romans de Semyonov. Voilà, ça c'est mon sentiment et c'est quand je traduis, j'essaie de penser à ça, au mouvement, vous voyez. C'est tout à fait, et c'est vrai pour tous les romans. Alors, ce que je peux vous dire encore sur cette partie, c'est que l'œuvre de Semyonov, bien sûr, ne se limite pas à ses romans de Stirlitz, au cycle Stirlitz. Il a écrit 12 romans, il a écrit 30 romans en tout, et 12 ou 14, tout dépend de la manière de calculer, sont consacrés à Stirlitz. Et il a d'ailleurs écrit une pièce très enlevée qu'on espère peut-être un jour monter, qui est sur Beaumarchais, qui lui aussi était espion. Vous savez tous que Beaumarchais, qui est un magnifique écrivain, un homme du monde, etc., était un espion pour le compte de la France. Et donc voilà, l'espionnage, alors là je me réfère à tout ce que disait auparavant
Olga, c'est que l'espionnage et le contre-espionnage vont, pour un garçon qui a vécu la guerre et qui sait ce que ça a coûté, je pense que c'est un terrain privilégié du suspense. Et à l'époque, il y avait aussi John le Carré, au même moment d'ailleurs, qui a sorti L'espion qui venait du froid, etc. Et donc, certainement que Yulian Semyonov a voulu montrer une autre figure de l'espionnage, un autre personnage qui incarne ces faits fantastiques d'armes et de politique. Alors, mais à côté de ça, Semyonov a écrit des monographies qui m'ont beaucoup intéressée sur Félix Dzerzhinsky et Sergo j'arrive à le dire, Ordzhonikidze, et qui sont intéressantes parce qu'ils remettent en cause une certitude qui était à l'époque bien vue dans le monde intellectuel à Moscou, je me souviens, qu'au fond, on n'avait pas besoin du KGB, on n'avait pas besoin de la Tchéka, que la révolution aurait pu se passer sans ces excès. Or, là, je pense que ce n'est pas du tout la conviction de Semyonov. Et j'ai une autre, alors c'est très personnel, j'ai le premier roman que j'ai traduit, c'est celui d'un écrivain paysanier, ce qu'on appelait un écrivain paysanier, qui s'appelait Fyodor Abramov, et qui a eu le prix Lénine de littérature. J'ai assisté à la remise du prix d'ailleurs, et qui était très critiqué parce qu'il appartenait au SMERSH. Et le SMERSH, justement, dans le commandant Tornado, le SMERSH est évoqué avec une figure très intéressante, qui est un personnage qui s'appelle Merkulov, je crois, c'est ça, hein, qui montre que c'était pas du tout la simplification, l'envie de sacrifier des innocents pour la bonne cause, mais qu'il y a une réflexion sur ce qu'était le SMERSH en temps de guerre. Parce que le SMERSH a été créé, le SMERSH, c'est une organisation qui était mort aux espions. Voilà, ça veut dire en gros. Et donc, il me semble que, je ne sais pas, peut-être c'est mon sentiment, que Semyonov demande à ce qu'on réfléchisse un peu sur le rôle de l'espionnage pendant la guerre, dans une guerre aussi effroyable. En ce sens, Yulian Semyonov, qui n'avait absolument pas à se justifier, parce que, comme je vous le dirai peut-être plus tard, il a fait preuve d'un courage fantastique lorsque son propre père, qui était le grand-père d'Olga Semyonova, qui était Semyon Landres, a été arrêté et suite probablement à des événements qui avaient eu lieu beaucoup plus tôt, puisqu'il avait été le sous-directeur des Izvestia en 1938, c'est ça, en 36 jusqu'en 1938. Et voilà. Donc, et là, lorsque son père est arrêté, Yulian Semyonov va envoyer des lettres à tous les services. Il va essayer. Il écrit même à Staline parce qu'il veut sauver son père. Et il est terriblement déterminé. Et il finira par, peut-être pas par gagner, mais d'une certaine manière. Bon, Staline a la bonne idée de mourir en 1953. Semyon Landres est libéré
en 1954. Voilà. Donc voilà, pour vous dire que Semyonov n'est pas, il a le droit, il se donne le droit de mettre les choses au point et de dire Félix Dzerzhinsky n'était pas ça, et Sergo Ordzhonikidze n'était pas ce que vous croyez, et le SMERSH en temps de guerre était sûrement justifié. Voilà. Mais ce qui est très, très remarquable dans ces romans, c'est qu'il va bouleverser la tradition du roman d'espionnage parce qu'il en fait à la fois des thrillers psychologiques, des polars et des livres d'histoire. Et comme vous disait Olga, il était historien et il avait un désir irrépressible d'aller fouiller les archives, quel que soit le roman qu'il écrivait, et d'aller jusqu'au bout pour essayer d'en savoir plus et de donner une image vraie des événements et des personnages. Donc, il y a dans ces livres d'histoire, donc il fait à la fois des polars historiques, mais aussi des polars psychologiques, parce que la finesse des analyses psychologiques est tout à fait remarquable, et il exploite une trame d'intrigue qui est animée par des personnages qui sont à la hauteur. Imaginez, comme il dit lui-même, les scorpions en boîte que sont Himmler, Göring, Bormann, Kaltenbrunner, Müller, etc. Et tous ces personnages, on les voit s'entre-déchirer, et surtout au moment où il s'agit de sauver sa peau. Et ils sont prêts à tout. Et donc, c'est là où les réseaux vont être développés de manière... Müller lui-même va créer le réseau, le filon Odessa pour sortir pour exfiltrer les nazis d'Allemagne. Et donc, avec le regard bienveillant de Dulles, etc. Et donc, voilà, en ce sens, que ce soit des personnages réels ou des personnages fictifs, comme Stirlitz, puisque Stirlitz n'existe pas, tout est plus vrai que vrai. Voilà, c'est ça ce qu'il faut. Et pourquoi? Parce que c'est fondé sur une documentation d'une précision, d'une minutie absolument magnifique. D'ailleurs, vous connaissez peut-être l'anecdote de Brejnev qui, en ayant vu le film de 17 instants de printemps, va dire, mais il faut lui remettre, est-ce qu'il a reçu une décoration? Il faut absolument, il est magnifique. Et on lui dira, mais non, il n'existe pas. Vous voyez, c'est un personnage fictif. Mais en fait, c'est Tikhonov qui a eu la médaille. C'était pas mal non plus, hein, parce qu'il l'avait mérité. Voilà, alors, moi, je pense aussi, ça c'est peut-être un sentiment qu'on peut discuter, que les espions exceptionnels en chair et en os, que sont Willy Lehmann, l'allemand Willy Lehmann, Richard Sorge, ou Alexei Botian, qu'on a vu tout à l'heure et qui sont magnifiques. Mais la vraie... ils ont inspiré le cadre de l'action et en partie la psychologie des personnages d'Issaïev de Stirlitz, qui s'appelle dans un premier temps Issaïev, hein, comme espion, mais que le vrai personnage central, c'est l'URSS et la Russie. Voilà, c'est l'URSS et la Russie. Et en toile de fond, Semyonov a peint en fait l'épopée des guerres qui ont affecté la Russie
l'URSS et la Russie, c'est la guerre civile. Et c'est la grande guerre patriotique, comme on l'appelle en Russie, qui mettent au fond tous en lumière la détermination de l'Occident à tordre le cou à la jeune République des Soviets. Il faut voir que c'est ça le moteur des films, et quelles que soient les circonstances, parce qu'on va le voir dans la première période qui va concerner la guerre civile, puisqu'il va faire l'histoire de la guerre civile dans 2 romans. C'est Le mot de passe est inutile de 1964 et ensuite les diamants pour la dictature du prolétariat qui viendra beaucoup plus tard, mais c'est vraiment l'idée fixe, c'est vraiment une sorte de tapisserie de Bayeux. Vous voyez, moi je me représente ça, une tapisserie de Bayeux. Il faut commencer par faire la description de la guerre civile et ensuite voir en continuité quelles vont être les motivations, ce qui est en jeu finalement, quel est le moteur des Occidentaux. Et donc, et jusqu'à la guerre froide, au fond. Donc, c'est pour ça que l'œuvre de Semyonov est si actuelle et qu'elle nous avertit sur un retour du fascisme qui est toujours possible, et on s'en aperçoit maintenant. Dont la mission de Sterlitz est de Sterlitz en 1944 et ensuite dans les années qui suivront après la guerre, ça sera de déjouer le double jeu des anglo-saxons et même des Français d'ailleurs, parce que je pense que les Français n'ont pas à tirer gloire de cette période, mais surtout pendant la guerre civile d'ailleurs. Donc, ils sont prêts à pactiser avec les nazis. C'est ça le grand défi que se donne Stirlitz. Et l'après-guerre ne démentira pas cette stratégie. Et ça, on verra ça dans la trilogie Expansia 1, 2 et 3, où on voit Stirlitz après la bataille de Berlin, la prise de Berlin par les Soviétiques, qui va être très, très affecté, très, très malade et qui va être exfiltré comme nazi. C'est le grand paradoxe et la grande douleur pour lui. Il va être exfiltré par Rome, il va aller jusqu'en Espagne et l'Espagne franquiste, bien sûr. Alors, pourquoi voilà, ce que je voudrais dire, c'est pourquoi Semyonov fait-il naître Max von Sterlitz en 1900? Parce qu'on dit toujours qu'il a le jour de naissance de Yulian Semyonov. Mais ce qui me paraît aussi très intéressant, c'est qu'il est en naissant en 1900, il a pu être un agent de renseignement pendant la guerre civile. Et c'est pour pouvoir couvrir les 2 guerres qu'il le fait naître en 1900. Donc, il a 20 ans lorsqu'il se rend à Revel. Il s'appelle Revel, c'est la capitale à l'époque, c'est Tallinn en Estonie. Et donc, il se rend à 20 ans, il entre à la Tchéka et il se rend à Revel pour démanteler les réseaux de trafic de diamants comme agent de la Tchéka. Et puisque Lénine a créé le Goran, le fonds pour rassembler les bijoux, les objets précieux qui ont été certainement saisis dans l'aristocratie, auprès des grandes familles qui avaient
des bijoux et des objets précieux. Et donc, immédiatement, ce qu'on voit, et ça c'est très intéressant, c'est que le trafic s'organise tout de suite. Et ça, c'est le réalisme il n'y a pas Yulian Semyonov ne se fait pas d'illusions. C'est-à-dire que même au début, en pleine guerre civile, il y a toujours des gens qui sont prêts qui se précipitent pour profiter de l'occasion. Et donc, notre jeune Isaïev, qui est Vladimirov de son vrai nom, alors vous voyez, Vladimirov, le vrai nom de Stirlitz, Isaïev pendant la guerre civile, comme agent, son pseudo, si vous voulez, et ensuite, pendant la Grande Guerre patriotique, ça sera Stirlitz. Alors, il a 21 ans lorsqu'il est envoyé, donc il a 20 ans à Revel, il a 21 ans lorsqu'il est envoyé en mission en Extrême-Orient, et c'est là où, et c'est le mot de passe est inutile, et c'est là où les restes de l'armée blanche, aidée par le Japon, menacent la révolution, et donc il va s'impliquer et il va entrer dans la clandestinité avec les bolcheviks d'ailleurs. Et Isaïev est un journaliste, un agent qui s'est infiltré dans l'état-major de Wrangel. Voilà, de Wrangel, c'est-à-dire le grand général Wrangel opposait les Blancs contre les Rouges. Si vous voyez, c'est la grande époque. Mais pour faire ce travail, vous voyez, c'est une histoire qui est très mal connue en Occident. Moi, j'ai fait des études de russe, comme vous en doutez, et je n'ai jamais eu une heure de cours sur la guerre civile. La guerre civile est complètement inconnue dans les cursus classiques. Alors, je ne sais pas si ça a changé, peut-être, mais comme on dit, de mon temps, c'était pas en tout cas la guerre civile, c'était une chose qu'on passait par-dessus. Voilà. Alors, Semyonov va travailler aux archives de Khabarovsk et de Vladivostok sur les épisodes de la guerre civile, sur cette énorme, fantastique chevauchée qu'a été la guerre civile. Et il va donc donner ces 2 livres et 2 films. Les 2 livres que je donc c'était le mot de passe est inutile qui sera en 1964, et puis les diamants pour la dictature du prolétariat, donc qui n'est pas en Extrême-Orient, mais qui est aussi un épisode de la guerre civile, qui est en 1970. Et entre-temps, il tourne les films et ces films ont toujours beaucoup de succès, sont absolument indispensables pour comprendre. Ça fait partie des grands témoignages sur la guerre civile. Alors, cela nous amène, puisqu'il est né en 1900, il a 45 ans lorsqu'on le retrouve auprès de Walter Schellenberg. Donc, ce n'est pas un genou, ce n'est pas il est sous l'uniforme SS, et après avoir été recruté aux États-Unis par les services secrets allemands et avoir servi dans le contre-espionnage au profit de l'URSS pendant la guerre d'Espagne. Il a déjà fait la guerre d'Espagne, mais du côté des Allemands, hein, puisqu'il travaille comme espion. Donc, il a de la bouteille à 45 ans et en aucune manière, il n'est l'alter ego soviétique de James Bond, comme vous imaginez. Ça n'a rien, il ne cherche pas Semyonov, veut au contraire le distancier par rapport à Semyonov, par rapport à James Bond. James Bond, qui est l'espion de Dandy, qui est tombeur de dames, hein, comme vous savez. Donc, il n'est pas question du tout au contraire,
Stirlitz est un espion très cultivé, doué d'une formidable intuition, d'une grande sensibilité, rompu à la dialectique, dont le courage est à toute épreuve parce qu'il est habité par un patriotisme indéfectible, mais cela ne l'empêche pas d'avoir des coups de blues. Hein, il a des moments de découragement et en ce sens, comme dira son ami Sémenon, il est humain. Voilà, c'est ça. Stirlitz est humain, à la différence des personnages un peu fabriqués d'une pièce un peu automatique, mécanique, si vous voulez, que sont les personnages de Fleming ou même de John le Carré, d'une certaine manière. Mais John le Carré, c'est déjà moins vrai. Alors, c'est pour cela que Stirlitz demeurera un héros culte pour les lecteurs russophones et qu'il sera très aimé des femmes. Comme vous savez, les femmes sont très sensibles à sa délicatesse, à son charme et à sa fidélité aussi. L'autre question que je me suis posée, c'est en quoi le Major Vir, ou le commando Tornado, est-il un roman charnière dans les romans décrivant les tribulations de Stirlitz au sein de l'appareil nazi? Hein, est-ce que ma question est peut-être un peu longue, non? Est-ce qu'elle est claire, ma question? C'est en quoi donc le commandant Tornado, le roman, va-t-il changer d'une certaine manière à la suite de l'œuvre de Semyonov? Voilà, c'est ce que je voudrais. Alors d'abord, c'est le commandant Tornado, date de 1966, et il est le premier grand roman de Semyonov sur la Grande Guerre patriotique. Stirlitz y apparaît dans un rôle encore mineur, puisque le roman met en scène des péripéties dramatiques du groupe de saboteurs venus de Russie qui vont être lâchés en parachute pour opérer sur Cracovie. Et en fait, il se trouve que les parachutes sont lâchés dans la forêt partant de brouillard et nos héros qui sont Vir, c'est-à-dire Tornado, le meilleur Tornado, et puis Kolya et Anya se retrouvent dispersés dans la forêt et tragiquement menacés par les nazis qui sont les maîtres à Cracovie, bien sûr. Alors, la question, c'est déjà que le projet des Allemands de bombarder le centre de Cracovie va au-delà de Cracovie. Il s'agit de bombarder les grands centres historiques, de détruire il s'agit d'un programme, véritablement d'un programme pour détruire la culture slave. Et donc, c'est d'abord, bien sûr, Cracovie, ensuite, ça sera Prague, qui sera menacée, et ensuite Bratislava, qui est aussi une ville qui est au programme de destruction. Alors, les protagonistes en sont Vir, bien sûr, c'est-à-dire mon Tornado, Anya et Kolya, qui vont avoir à surmonter des obstacles terribles parce que perdus dans la forêt, sans aucune réserve alimentaire ni rien, sans un toit sur la tête, on vit avec eux la tragédie la menace à tout moment, et puis surtout que les Allemands sont autour. Et d'ailleurs, ils vont finir par les attraper Vir et attraper Anya déjà. Et Kolya va y échapper, mais comment?
Donc, le roman nous apprend aussi, c'est ça qui est tout à fait intéressant, donc, que pour la première fois, nous apprenons, pour moi, c'était la première fois parce que j'avais déjà traduit La Taupe Rouge, j'avais déjà traduit donc les quatre romans précédents, et c'est là qu'on apprend que qu'Issaïev Stirlitz, donc il s'appelle désormais Stirlitz, a laissé en Russie une femme et un fils. Et ce fils, Sanishka, est lui aussi entré au NKVD. Et donc, il sous le pseudo de Kolya. Or, on assiste à un moment de grande tension émotionnelle, comme Semyonov sait les construire, c'est-à-dire qu'on voit, il y a une superposition de séquences de suspense formidables. Il y a donc, on a vécu les suspens des pauvres parachutés dans la nature, dans la forêt, qui vont essayer d'échapper aux nazis. Il va y avoir ensuite ce moment de grande tension émotionnelle lorsque le père, c'est-à-dire Stirlitz, est envoyé sous un uniforme SS, puisqu'il le porte tout le temps, est envoyé à Cracovie pour faire le recensement des objets d'art. Puisqu'on on va bombarder la ville, donc il faut savoir, à Berlin, on n'a pas perdu le nord. On sait très bien qu'il y a des choses à récupérer. Et il y a des réserves très connues maintenant de chefs nazis qui ont accumulé, comme Goebbels ou même Hitler, hein, comme vous savez, en Autriche, et qui, a, qui ne veulent pas du tout que ce soit perdu pour tout le monde. Et donc, ils vont. Donc, c'est Stirlitz qui est chargé de faire ce repérage des objets intéressants. Mais en fait, Stirlitz lui-même vient pour autre chose, parce qu'il vient en espérant d'avoir un contact, parce qu'il a perdu un peu le contact avec le centre à Moscou, et il essaie de faire, comme toujours, c'est une couverture. Mais son fils, Kolya, va être mandaté, on va lui demander d'aller tuer ce nazi. Ce nazi qui vient qui vient de Berlin et qui vient qui le porte beau et qui est très, très désagréable, très bon pour les résistants, bien sûr. Hein. Donc, Kolya va essayer de repérer les moments où il pourra tuer Stirlitz. Et au moment de tuer Stirlitz, le père et le fils, dans une seconde fulgurante, vont se reconnaître. Et ça, c'est un moment qui va beaucoup, c'est un moment magique qui perturbera durablement Stirlitz, parce que Stirlitz va être comme, il est très ému, et il va ensuite essayer de revoir ce fils et de repenser surtout il espère toujours que le centre à Moscou lui renverra ce fils d'une certaine manière, et ça le fragilise. Je pense, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Donc voilà, alors l'autre question, c'est comment la plainte de Semyonov, après ses difficultés aux archives pour la documentation du commandant Tornado, a-t-elle ouvert une séquence nouvelle pour les romans à venir? C'est-à-dire que lorsque Semyonov, qui a un tempérament très, très entier sûrement, je ne sais pas si Olga serait d'accord, et se voit retenu aux archives
par des bureaucrates quelconques qui vont le pinailler sur les archives qu'il a reconstituées et alors elles sont ouvertes, ces archives, parce qu'il n'a aucun droit particulier jusque-là. Donc, il écrit une lettre au service du ministère de l'Intérieur et au KGB sûrement. Et donc, c'est Andropov qui reçoit la lettre. C'est comme ça. La vérité historique, c'est celle-là. C'est celle qu'Olga a reconstituée. Et c'est pas du tout le miracle, vous voyez, c'est pas le miracle d'Andropov qui téléphone. Non, il y a d'abord eu la lettre. La lettre, c'est l'intrépide Semyonov qui a écrit au chef des services et au ministère. Et donc là, ce qui est vrai, c'est que probablement Andropov a regardé le film, a lu ce qui existait, c'est-à-dire, je ne sais pas s'il a pu lire le commandant Tornado, s'il avait paru déjà, s'il était paru, il était paru. Donc il a lu et il a été emballé. Voilà. Il s'est dit, mais écoutez, il est formidable ce livre. Donc je vais lui donner une autorisation pour les autres livres. C'est en cela que c'est un roman clé. Vous voyez, c'est parce qu'à partir de là, Semyonov n'aura plus de problème. Il pourra publier autant qu'il veut, mais surtout, il a accès aux archives, non seulement à Moscou, mais aux archives en Allemagne de l'Est. Et il aura aussi un accès aux archives en Pologne, sûrement. Voilà. Et donc, il va pouvoir faire son travail de romancier sans aucune limitation. Et là, ça va lui donner. Donc, imaginez qu'à l'époque, à ce moment-là, c'est donc le premier grand roman sur l'histoire de la guerre. Et il va se trouver en mesure d'aller très vite. C'est ça qu'il faut voir. Moi, je crois que le rythme de production qui est fantastique, puisqu'il va publier très vite la 17 instants de printemps, c'est-à-dire la top rouge pour nous, qui va sortir en 1969. Donc, vous voyez, un an après, quoi, c'est ça. Et le film culte va sortir, du même titre, va sortir en 1972. Donc, il va accumuler, ce sera un feuilleton télévisé que tout le monde a vu dans l'espace soviétique. Tout le monde a vu ce film, je crois. Enfin, ceux qui étaient là-bas ne me contradiront pas, je pense. Non, c'est ça. Et ensuite, il va écrire Des diamants pour la dictature du prolétariat, qui est publié en 1970. Donc qui se rapporte à la guerre civile. Et le film sortira en 1975. Alors, vous voyez qu'il écrit en même temps sur la Grande Guerre patriotique et en même temps sur la guerre civile, dans les mêmes années, au même moment. Vous voyez, c'est incroyable. Une puissance de travail qui est tout à fait impressionnante. Dans la troisième carte, c'est-à-dire ce que nous avons appelé l'opération Barbarossa, qui est l'entrée des troupes allemandes en Ukraine, le 22 juin 1941, va suivre en 1975. Vous voyez, donc, et là, il se rendra à Varsovie, aux archives, et il fera
tout le travail méticuleux qu'il fait d'habitude, systématique, en exploitant toutes les sources, les témoignages vivants, etc. Et donc, on a un roman qui met en scène l'entrée des troupes en Ukraine, en fait. Et surtout, les troupes allemandes ont été précédées par leurs sbires ukrainiens, qui étaient réfugiés en Allemagne depuis le Letman Skoropadsky, vous voyez, qui, après la guerre, après la guerre civile en 1922, va partir en Allemagne et il va y rester. Il va avoir un fils qui va être un gros bonnet du mouvement nationaliste et qui va rester aussi en Allemagne, qui sera au service des nazis. Et il y aura bien sûr les grands criminels que l'on connaît, les Bandera, Shurevich, mais il y a un personnage qui, moi, m'a intéressé, qui est pitoyable, c'est le métropolite Sheptytsky. Parce que Sheptytsky est un métropolite donc religieux qui va bénir la division SS Galicie en 1943. Excusez du peu. Et il va malgré tout avoir des états d'âme. Vous voyez, ça fluctue. Quelquefois, on sent qu'il a des hésitations. Et ça, c'est une perspicacité psychologique de la part du romancier qui est formidable. C'est pas du tout ce qu'on croit. Ça va pas de soi, si vous voulez. Alors que pour d'autres personnages, comme par exemple le bataillon Nartigal, Lohun, les personnages de Lohun, il n'y a aucun doute. Je veux dire, personne n'a d'état d'âme. Vous voyez, on tue le plus possible et on tue de manière atroce. Hein. Alors, dans ce sens, c'est un roman d'une actualité brûlante. Et certains lecteurs français m'ont déjà dit que cette opération Barbarossa leur avait ouvert les yeux sur ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Que ça avait été un déclic. Alors, de 1975 à 1989, les romans, les scénarios et les voyages autour du monde vont se succéder et Julien Semyonov va être un véritable homme-planète, un vrai bulldozer, diront ses proches. Un vrai bulldozer, il fonce, il travaille sans trêve. Et donc, en 1982 paraît Ordre de survivre, qui fait suite à 17 instants de printemps. C'est la logique d'ailleurs qu'on a choisi un peu pour la publication en français. Vous voyez, on est parti de 17 instants de printemps, donc ce que nous avons appelé la Taupe rouge. Ensuite, nous avons publié un livre qui est sur la dictature du prolétariat, qui est venu après. Ensuite, les 17 instants de printemps. Ensuite, Opération Barbarossa et ensuite Ordre de survivre. Alors, Ordre de survivre, c'est le moment où les Soviétiques vont arriver à Berlin. Et à ce moment-là, Stirlitz est aux mains de Müller, sinistre Müller, qui va essayer d'utiliser. Il a découvert que Stirlitz est un espion au profit de l'Union soviétique.
mais il ne sait pas s'il est russe ou pas. La question n'est pas posée dans le roman. Il est en tout cas bien identifié et de façon définitive par des empreintes digitales. Ensuite d'épisodes que vous découvrirez dans le roman, vous l'avez peut-être déjà fait. Mais il se trouve que Stirlitz ne cherche pas à faire exfiltrer Müller en Union soviétique. Donc et puis d'ailleurs, il n'en a même peut-être pas le pouvoir et c'est totalement irréaliste de la part d'un dirigeant, d'un dirigeant nazi d'imaginer qu'on va lui ouvrir une voie de garage pour aller se mettre à l'abri au chaud à Moscou. Donc, Müller va décider de torturer Stirlitz. Et il y a des scènes de torture absolument terribles. Au moment où les Soviétiques arrivent, donc votre grand-père peut-être, votre grand-père arrive à Moscou, les bombardements sont terribles arrive à Berlin, les bombardements sont terribles et les bombardements visent bien sûr les locaux des services secrets du gouvernement allemand. C'est évident. Donc, Stirlitz va voir ces geôliers tués par le bombardement. Et il va sortir dans la rue. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Un jeune soldat soviétique. Et c'est un moment aussi, ça fait partie des grands suspens qu'il sait faire, oui, que Semyonov réussit magnifiquement. Mais il est en uniforme SS. Donc, il a oublié qu'il a un uniforme SS. Il est tellement heureux de voir un jeune soldat soviétique qu'il lui fait signe et puis il s'avance vers lui. Et là, le jeune soldat soviétique ne voit qu'un SS. Donc, il imagine qu'il est là pour le tuer. Donc, il tire d'abord. Et de l'autre côté, le jeune soldat est tué par un SS qui est planqué dans le tout près d'ailleurs. Donc voilà. Ensuite, la deuxième phase, c'est que le jeune soldat, Stirlitz, va être récupéré, puisqu'il porte l'uniforme SS, il va être récupéré par les SS qui vont l'envoyer par, je crois, la filière romaine, oui, qui vont l'amener jusqu'en Espagne. Dans l'Espagne franquiste, bien sûr, où il y a déjà pas mal beaucoup de nazis qui se sont déjà réfugiés, qui ont déjà utilisé ces voies privilégiés de sauvetage, et certains vont partir en Amérique latine, surtout en Argentine, surtout, qui va être, d'ailleurs on voit ça c'est le roman suivant, c'est Ordre de survivre, qui fait suite donc à 17 instants de printemps et qui est publié en 1982. Alors, voilà, ce qui est sûr, c'est que la documentation va lui permettre de mettre les bouchées doubles. Il va pouvoir écrire il a une facilité telle et une imagination qui est à la mesure de sa facilité d'écriture, de son talent, et il va donc écrire les scénarios, parce qu'il est le scénariste de ses propres livres. Et il va même faire collaborer avec Tarkovsky pour Solaris,
pendant ces années-là. Et le résultat, c'est une œuvre incroyablement impressionnante. Alors, je pense que là, ce que je voudrais vous dire encore, c'est sur peut-être, oui, enfin, non, ce que je voudrais vous dire, c'est peut-être quelques mots encore sur le commandant Tornado, puisque je viens de vous parler d'ordre de survivre. Le commandant Tornado va... Non, c'est pas ça, je vois, c'est ça. Non, voilà, oui, oui, c'est ça, oui, oui. Non, parce que je dois me référer un peu à certaines notes quand même. Alors, oui, je voulais vous dire que ces facilités ont changé quand même, ces facilités dont ils bénéficient pour consulter les archives auront sans doute décuplé la productivité. Et en ce sens, on ne peut que être reconnaissant à Andropov d'avoir compris, et il était peut-être un des seuls à avoir compris à l'époque, qu'il y avait un rapport direct entre la liberté de création de Semyonov et le succès d'un grand romancier. Mais pour vous parler encore du commandant Tornado, je voudrais dire aussi que les personnages secondaires ne sont pas les moins intéressants. Voilà. C'est que tout le monde, tous ces personnages, toutes les figures qui traversent les romans sont travaillées de façon, sont ciselées d'une certaine manière. Il n'y a pas euh, de laisser aller, il n'y a pas d'approximation, il n'y a rien. Non, rien de tout ça. Par exemple, du côté allemand, il y a le chef du renseignement de l'armée qui s'appelle Berg, le chef c'est l'espionnage militaire, vous voyez, qui déteste les SS. Ça, c'est très intéressant, vous voyez, c'est comment la détestation des SS, pourquoi? Parce que Berg était protégé par l'amiral Canaris. Or, vous savez que l'amiral Canaris a été puni, très sévèrement puni, d'ailleurs il sera ensuite fusillé, après l'attentat contre Hitler, l'attentat des généraux. Et donc, Berg déteste tellement les SS pour des raisons personnelles, finalement. Ce n'était pas le cas avant, mais depuis que Canaris lui a été enlevé, il est furieux et il s'entend mal avec les SS. Donc, il va du coup aider Anya, l'opératrice radio soviétique, pour qu'elle échappe. Il va l'aider à s'évader avant qu'elle ne soit livrée aux SS. Et ça, c'est les paradoxes, mais c'est très humain, au fond. C'est très humain, c'est-à-dire la haine va l'emporter sur l'esprit de solidarité avec national. Et il va donc sauver d'une certaine manière sans l'avoir. Mais non, non sans ambiguïté, parce que il va demander à Anya d'envoyer une désinformation à Moscou. Et cette désinformation va coûter très cher, parce que ensuite, le SMERSH, donc l'organisme d'identification des espions dans l'armée, va intervenir et va dire, mais cette petite, elle nous a envoyé, elle a été d'accord pour collaborer avec les nazis quand même. Donc voilà, c'est une autre séquence qui est extrêmement intéressante parce que la pauvre Anya, qui est une toute jeune fille, va être effondrée et terriblement anxieuse, comme on l'imagine, parce qu'elle croit qu'elle va mourir.
Et en même temps, elle n'avait pas le choix d'une certaine manière parce qu'elle a cru, qu'est-ce qu'elle aurait dû faire? Vous voyez, c'est toutes ces questions qu'on peut se poser dans des situations de grande détresse. Donc, voilà qui est Berg. Et Berg va aller plus loin encore. Il va accepter de collaborer avec le groupe Golos, avec Botian, hein, et dans le roman en tout cas. Euh, euh, mais il est prêt à aider la résistance anti-allemande sans désavouer l'Allemagne. C'est ça qui est intéressant. On voit ce jeu, mais ce jeu qui lui échappe d'une certaine. Il n'est pas très conscient de ce qu'il fait. Il est pris lui-même par ses passions, par sa haine, la haine qu'il habite, et il finit par accepter que Kolya, le fils de Stirlitz, qui est un agent de renseignement soviétique de haut niveau, mais ce Kolya va devenir l'agent de Berg pour espionner Berg. Alors, il y a l'écrivain allemand Traub qui collabore avec les résistants. Et alors, lui, c'est plutôt par excitation intellectuelle. C'est intéressant comme personnage. C'est que l'excitation intellectuelle chez les intellectuels peut vous amener à des positions, à accepter des rôles qui vous échappent aussi. Et Traub finira par être tué d'ailleurs. Il y a Libo, qui est un fils qui a été élevé dans un orphelinat allemand. Euh, et quand Traub lui révèle qu'il est le fils d'un couple de communistes allemands qui ont été torturés et exécutés par la Gestapo, eh bien, ce Libo va se suicider. Donc, c'est un officier allemand exemplaire jusque-là, qui va se suicider, alors, bon, je vais peut-être pas vous donner la suite des personnages allemands, mais du côté russe, il y a cette Anya qui est délicieuse, une opératrice radio du groupe Golos qui est absolument d'une ingénuité et d'un courage, absolument d'une force de caractère et qui va être très éprouvé par tous ces événements. Il y a un personnage intéressant aussi qui est Borodine, qui est le vieux communiste qui a travaillé dans le contre-espionnage allemand pendant la guerre d'Espagne et qui est victime de la répression stalinienne en 1938, je crois. Et à son retour du camp, il s'engage, il se réengage dans la Tchéka dès le début de la guerre. C'est un personnage, c'est lui qui va être avec Melnikov, c'est l'alter ego de Melnikov, qui est ce chef du contre-espionnage de la SMERSH, dont je vous ai parlé, qui est miné, qui est sur le plan de mourir, qui est miné par la tuberculose, et qui va faire preuve de tolérance finalement et qui soutient la tolérance de Borodine sur les cas d'Anya et de Tornado. Et évidemment, ce commandant Tornado qui est, on va arrêter hein, là, qui est héroïque et qui est d'une formidable audace et d'un sang-froid remarquable, qui est intransigeant parce que c'est lui qui va descendre le traître Moura, la mouche, et qui est subtilement humain dans sa relation amoureuse avec Anya. Voilà, mais je crois que, bon, je ne veux pas vous en dire plus, il faut lire les livres maintenant. Oui. Merci beaucoup d'être là.
Voilà, juste une petite dernière nouvelle. Madame Slodian et moi-même, on a rencontré il y a 2 mois à Paris le producteur Artyom Taïdze, un magnifique producteur et auteur de scénarios russe, qui est en train de travailler maintenant les scénarios pour faire remake de 17 instants de printemps. On n'aime pas les remakes, mais avec Artyom Taïdze, nous sommes sûrs que ça va être un film de très bonne qualité qui va entrer en compétition avec l'ancienne version qu'on aimera toujours à cause de Tikhonov, qui a d'ailleurs cette année aurait eu 90 ans, une 3e date à commémorer. Et maintenant, j'espère que vous allez goûter mes gâteaux.